Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce dimanche 6 octobre. Le dernier rescapé du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise est finalement décédé. Il s'agit du capitaine Thiam, quatrième membre de l'équipage, et cette information a été confirmée par la DIRPA. La BCEAO évalue les 25 banques et établissements financiers du Sénégal. Les résultats montrent que ces banques concentrent un montant de 7 000 milliards de francs CFA et le paradoxe, les entreprises sénégalaises n'en profitent pas. Le pourquoi a été débattu dans l'émission L'air du temps de ce dimanche. Octobre rose, 200 femmes dépistées à Thiès depuis le lancement de la campagne le 1er octobre dernier. Ces femmes lancent un appel à toutes celles qui hésitent encore à faire le dépistage du cancer du sein à franchir le pas. Et le portrait du jour consacré à un vendeur de livrets de Coran et de Hassida à Touba. Malik Ouach souvient aux besoins de sa famille grâce à ce travail. Vous allez le rencontrer tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le dernier rescapé du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise, le capitaine Thiam, a finalement succombé à ses blessures. La DIRPA a confirmé son décès. Le capitaine Thiam était hospitalisé dans un hôpital de niveau 3 à Kampala, en Ouganda. Mais l'enquête se poursuit selon le colonel Abdoulaye, joint par Migui Maram Ndiaye. Le capitaine Elhadji Moussa Thiam est finalement décédé. Ouais, donc c'est l'accident qui a eu lieu il y a une semaine, le vendredi 25 ou 27, je ne me rappelle plus. Donc il y a eu un crash d'hélicoptère, le commandant Elhadji Moussa Thiam était le commandant de bord. Les trois autres membres de l'équipage donc étaient morts sous le coup. Et lui, il a été blessé et évacué à l'hôpital à Kampala. Donc depuis, on suit son état de santé et malheureusement, il y a quelques minutes, nous venons d'apprendre avec beaucoup de peine lui aussi son décès. Le rapatriement, comme pour les autres, donc les procédures ont démarré et nous nous attendons à recevoir le corps dans les jours à venir. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte après donc cet accident? Forcément, à chaque fois qu'il y a enquête, c'est qu'il y a un accident, que ce soit ici, que ce soit au sein des Nations Unies, il y a une enquête qui est en cours. Il est bien d'attendre qu'il y ait les résultats de l'enquête pour commenter ou bien pour parler de ce qui s'est passé. Donc, il y a des experts en la matière, c'est-à-dire qu'il revient de pouvoir déterminer quelles sont les causes de l'accident. Il y a 7 000 milliards de francs CFA dans les banques du Sénégal. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite par la BCEAO des 25 banques et 4 établissements financiers du Sénégal. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment est-ce que cette somme aussi colossale dort tranquillement dans les banques du Sénégal et que les entreprises n'en profitent pas. Débat dans l'air du temps de ce dimanche. Les invités de Alassane Samba Diop, en l'occurrence le professeur Omar Ba, il est donc professeur d'économie et des finances à la FASEC, et le sociologue et patron de l'IPAR, cher Omar Ba, explique tout cela. La synthèse, c'est avec Omar Khan. Le professeur Omar Ba estime que l'importance des ressources devrait répondre à des objectifs de besoin. Ce, d'autant plus que la vocation du système bancaire, c'est de financer l'économie. Mais constate-t-il pour le regretter, les banques sont en surliquidité et les populations ne le ressentent pas. Je cite, « La vocation d'une banque, c'est de financer l'économie, et financer l'économie, c'est financer les entreprises et les besoins des particuliers. » Fin de citation, a soutenu le professeur d'économie à la FASEC. Il indique que le développement économique d'un pays reposera sur le financement des entreprises du secteur privé. Et le financement de ces entreprises doit nécessairement passer par les banques, puisque ce sont ces entreprises qui vont créer de la richesse. Donc, pour le professeur Omar Ba, il faudra donner beaucoup de moyens et de ressources aux entreprises et la Banque centrale doit s'avancer vers une baisse progressive du taux directeur. Le sociologue Cheikh Omar Ba pense que si les banques sont en surliquidité, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à trouver des mécanismes pour que les populations puissent sentir que les ressources financières peuvent les aider à développer leurs projets. Ce qui, à son avis, n'est toujours pas le cas. Je cite, « Si on veut aller vers l'émergence, il faudrait qu'on questionne cette surliquidité des banques, mais en sachant aussi que c'est difficile parce que les banques ont leur autonomie. Si nous voulons plus de quiétude, plus de stabilité dans les pays, il faudrait aider les jeunes à trouver de l'emploi. Il faudrait qu'on amène les banques à financer l'économie
en imposant qu'elle finance 40 à 50% de l'activité économique de base. Ce qui veut dire qu'au niveau des secteurs de l'agriculture, de petites unités de transformation pourraient être utilisées. Fin de citation, a soutenu le sociologue. Pour que celui qui fait de l'agriculture, par exemple, jusqu'à 60%. Merci Oumar Kane. Le Sénégal va adopter en 2020 le budget programme qui va remplacer le budget moyen. Les parlementaires auront plus de visibilité dans l'exécution des budgets et ce changement de paradigme s'inscrit dans les recommandations de l'UEMOA. Mbour a donc abrité ce dimanche un atelier de mise à niveau destiné aux députés. Et nous allons écouter Awa Gueye, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le Sénégal va passer d'un budget de moyens à un budget de programme en 2020. Et donc, il est important de former les députés pour qu'ils puissent s'approprier ce budget programme. Et ce budget programme s'inscrit en fait dans des directives de l'IMOA, la directive numéro 6/2009, mais aussi une loi que nous avons votée à l'Assemblée nationale en 2011, le 8 juillet précisément, portant loi de finances dans l'espace IMOA. Et ce nouveau budget programme vient à son heure parce que nous allons aller vers une modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et la commission de l'économie générale et des finances sera scindée en deux commissions, ce qui nous permettra de pouvoir jeter un coup d'œil profond sur les budgets de tous les ministères. Et en plus, il y a une seconde importance, c'est le fait que après le référendum de mars 2016, l'Assemblée nationale a eu de nouvelles compétences relatives à l'évaluation des politiques publiques et le budget programme offre beaucoup plus de lisibilité, ce qui permettra donc aux députés de pouvoir évaluer l'utilité, l'efficacité et également l'efficience de ces politiques publiques-là. Les efforts du chef de l'État pour apaiser le champ politique est salué par le ministre du Pétrole et des Énergies. Selon Makhtar Cissé, ces actes auront un impact positif sur l'exploitation future du pétrole et du gaz. Il était l'invité du JDD, le jury du dimanche, Cheikh Hassan Fall. Un week-end de grâce après un vendredi saint. C'est comme ça qu'on pourrait l'intituler. Donc je crois que ça a été une très belle chose. Voilà comment le ministre du Pétrole et des Énergies apprécie les actions posées par le chef de l'État. Un apaisement du champ politique qui, selon lui, n'est que bénéfique pour notre nation. Je crois qu'on ne fait que revenir à la normale. Parce que l'âme de ce pays, je ne le dirai jamais assez, c'est le dialogue. C'est la convivialité, la priorité des priorités dans ce pays, c'est de faire reculer les frontières de la pauvreté, de donner un nouvel élan à notre pays, à notre économie, et un consensus fort autour de cela nous permettra de profiter des ressources du pétrole et du gaz dont la nature nous a dotés. Le débat portant sur la succession du président de la République est pour lui malsain et source de tension. Je ne dis pas qu'elle ne se pose pas, elle ne doit pas se poser. En tout cas, à notre sein, nous gouvernement. Elle ne doit pas se poser. Au sein de la majorité qui gouverne ce pays, cette question ne doit pas se poser. Si elle doit se poser, elle doit se poser en interne et sur l'exclusive initiative du président de la République. C'est un débat qui est malsain, qui ne peut que nuire au pays, beaucoup plus au pays qu'aux acteurs qui sont souvent cités, parce qu'il y a beaucoup d'absents sur les listes qui circulent là. Est-ce que ce n'est pas les absents qui organisent ces listes-là? Mohamedou Makhtar Cissé, que beaucoup considèrent comme étant l'homme de confiance du chef de l'État, se vaut optimiste quant aux retombées positives que peuvent avoir le pétrole et le gaz sur la population. Mohamedou Makhtar Cissé, le ministre du Pétrole et des Énergies, s'est aussi prononcé sur cette polémique autour de la vente de parts de Cosmos à une société turque, Tosyali. Autre point abordé, Macky Sall, qui a été désigné homme de l'année dans le secteur du pétrole. Voici un extrait de l'entretien. Il serait un champion parce qu'il a pris toutes les dispositions pour garantir une gestion, comme j'ai dit, concertée et transparente des ressources nationales. Il serait un champion parce qu'un organisme hors de soupçon comme l'ITIE l'a dit. Il est un champion parce que c'est un homme de l'art, c'est son métier, vous le savez bien.
président est géologue de formation. On a la chance d'avoir un président géologue et d'avoir les découvertes sous le magistère d'un président géologue. Ça aide beaucoup. Croyez-moi, parce que ce domaine, c'est un domaine d'expertise. Pas eu de vente. Il n'y a jamais eu de vente. Non, il n'y a pas de vente. Cosmos veut vendre, je vous le dis. Il n'y a rien à cacher. Et c'est son droit de vendre si elle veut vendre la compagnie Cosmos. Mais il n'y a pas encore eu de vente. Il y a des négociations. Ils ne peuvent pas vendre sans l'autorisation du ministre du Pétrole et des Énergies que je suis de par la loi. La campagne Octobre Rose se poursuit à Dakar et à l'intérieur du pays. 200 femmes se sont faites dépister à Thiès. La plupart contentes lancent un appel à celles qui sont en train d'hésiter à aller faire le dépistage du cancer du sein. De plus, le médecin-chef de région et toute son équipe s'engagent à accompagner ces femmes. La correspondance de Isidore Alexandre Sen. Le travail a déjà commencé au centre hospitalier Amadou Sahir Ndiéguène de Thiès, l'annonce de la gratuité de la chimiothérapie, une excellente décision. Avec cette maladie, je souffrais tellement. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Les médecins m'ont assisté de telle sorte que je dis Alhamdoulilah. Je conseille aux femmes de faire des dépistages. C'est très important. Le président de la République a bien voulu rendre la prise en charge de ce cancer chez la femme. Donc quand on dit cancer chez la femme, c'est surtout le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, de rendre gratuit ces cancers. Les jours à venir vont être décisifs et le médecin-chef de région en est conscient. Aujourd'hui, nous avons reçu 200 femmes, comme l'a dit Madame le professeur, qui sont venues se faire dépister. D'abord, se faire dépister et puis traiter. Donc, depuis le début de la prise en charge, le professeur a dit qu'ils ont actuellement, ils suivent 177 cas, qui sont guéris d'ailleurs. Il y en a qui sont. Mais maintenant que la prise en charge est devenue gratuite, les gens qui n'avaient pas de moyens vont venir en masse. Donc l'hôpital va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces femmes soient prises en charge et qu'ils puissent être traités gratuitement. Thiès et les autres départements de la région ont officiellement lancé la célébration d'Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre les cancers du sein et celui de l'utérus, occasion saisie par l'autorité médicale pour appeler les femmes à se faire dépister et bénéficier de la gratuité de la chimiothérapie. Merci Isidore Alexandre Sen. Nous avons reçu la visite de l'ancien président du Parti communiste français, Robert Hue, ici dans nos locaux. Il a récemment mis sur pied DREP Afrique, une ONG qui lutte contre la drépanocytose en Afrique. Robert Hue a également annoncé la création prochaine d'un centre international de formation des médecins à la drépanocytose. Voyons tout cela avec Elhadj Malick Cissé. C'est un Robert Hue très décontracté qui s'est livré à cœur ouvert au groupe Immédiat. L'homme politique français et ex-sénateur du Val d'Oise depuis 2004 a mis en place DREP Afrique pour lutter contre la drépanocytose, une maladie qui touche plus de 25 millions de personnes dans le monde, dont 85% sur le continent africain. La drépanocytose, c'est une maladie génétique et aujourd'hui, il n'y a pas les médicaments qui conviennent pour la soigner et elle entraîne de terribles souffrances, notamment chez les enfants. Il y a un enfant sur toutes les 5 minutes qui meurt en Afrique de la drépanocytose. Alors, Robert Hue a mis un terme à son mandat politique et s'occupe désormais de la drépanocytose en Afrique et au Sénégal. Ouvrir un centre international de formation des médecins à la drépanocytose, à Diamniadio. Et deuxième chose majeure, obtenir un médicament qui s'appelle l'hydroxyurée, qui est un médicament qui ne soigne pas la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique qui pour le moment n'a pas de réponse en termes de soins définitifs, on ne la guérit pas. Par contre, elle entraîne d'immenses souffrances avec des crises et on peut atténuer les crises. Et ça, ce médicament, il existe, mais il coûte très très cher. DREP Afrique travaille avec le professeur Arly, un spécialiste reconnu de la drépanocytose en France. Et ils ont le lourd fardeau de faire reculer cette maladie chronique à travers le monde. Notre technique, entre guillemets, c'est d'arriver à faire baisser le prix, de trouver un laboratoire qui est capable de le produire à très bonne qualité, ou à la même qualité qu'on l'a dans les pays occidentaux, et ensuite de faire prendre en charge le médicament
par les États ou par un fonds international comme ce qui a été fait pour le paludisme, pour le VIH. Robert Hue a rendu visite au groupe Immedia Invest. L'ancien numéro 1 du PCF, Parti communiste français, s'est dit émerveillé après un tour dans nos locaux, iRadio, ITV et eMedia.sn. Avec nos amis du Sénégal sur la drépanocytose, vous allez être nos acteurs préférés là. Ce sera avec plaisir. Depuis août dernier, le ministère de l'Urbanisme accompagne des citoyens qui le désirent dans des opérations de nettoiement des quartiers. Ces initiatives entrent dans le cadre du projet Dakar Zéro Déchet. Ce dimanche, les deux voies Sacré-Cœur ont abrité une matinée set-setal. Sur place, Moustapha Gabar Diop et Cheikh Ougaï. Il est guinéen, mais habite au Sacré-Cœur depuis presque 40 ans. Et à 70 ans, Ibrahima Sori Diallo n'a pas hésité une seule fois à se lever tôt ce dimanche pour redonner à sa communauté. Avec l'amicale des riverains des deux voies de Sacré-Cœur, ce gardien à la retraite prend part au set-setal organisé pour assainir leur cadre de vie. Si je dis que je veux voir ma commune propre, peu importe l'âge, je dois me lever pour faire ce set-setal accompagné des gens qui l'ont initié. Pour l'amicale des riverains des deux voies de Sacré-Cœur, l'objectif est très simple, lutter contre l'insalubrité. Au tout début, lorsque je faisais des porte-à-porte pour inviter les gens à venir participer à ce set-setal, je leur demandais juste d'amener de quoi enlever le sable qui se trouvait au niveau des routes et aussi tailler toutes les fleurs qui sont aux alentours pour les mettre quelque part. Maintenant, si on le ramasse, c'est bien. Si on ne le fait pas, nous aussi on verra comment faire pour l'enlever d'ici. Ces riverains disposent du soutien du gouvernement dans le cadre du projet Diapossi. Le concept Diapoti qui incite toutes les populations à venir contribuer à l'effort collectif de l'État dans l'amélioration du cadre de vie. Nous sommes au niveau stratégique, mais à la base, il faut que les populations s'approprient ces initiatives et essaient de les mettre en œuvre, évidemment. C'est ce qui facilitera le suivi. Parce que si les populations s'impliquent, évidemment, nous, à notre niveau, on pourra effectivement les accompagner et essayer d'impulser ce changement de comportement. Aujourd'hui, ce que nous encourageons, c'est des actions simultanées qui nous permettront de faire un maillage du territoire. Pour beaucoup, il faudra plus pour pérenniser le nettoyage des deux voies. Sincèrement, comme on le dit, c'est bien de nettoyer, mais ce serait bien d'avoir de petites poubelles dans ces endroits-là. Auparavant, on en avait, mais maintenant, on n'en trouve plus. Ce serait bien que le ministre nous appuie pour qu'on puisse avoir ces poubelles-là, pour que chaque personne qui passe par ici après avoir mangé ait quelque part où jeter ses ordures. Il est prévu de dupliquer ce genre d'action à travers le Sénégal. Une stratégie est en train d'être élaborée pour que 2020 soit l'année de la propreté. Une vision partagée par le groupe Immedia Invest. Nous sommes un groupe de presse militant et nous militons pour la propreté, nous militons pour un environnement de vie meilleur, nous militons pour que conditions de vie ou population soient meilleures. La zone de libre-échange continentale africaine préoccupée par une intégration entière de tous les États africains, l'ASLECA a organisé une rencontre à Dakar pour parler de toutes ces questions liées à l'intégration africaine. La sécurité et la politique ont été abordées dans les débats. Abdourahmane et Sidignan. Le Sénégal n'est pas en reste dans ces discussions. En plus d'abriter des pourparlers dans ce sens, des propositions pour la réussite de ce projet ont fusé à l'image de celle de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Cheikh Tidiane Gadio appelle les autorités des pays concernés à plus de responsabilités. Nous, on dit qu'on est afro-inconditionnel. Afro-inconditionnel. Que ça marche ou ça ne marche pas, on est profondément engagé pour l'Afrique. Nous avons deux graves crises qui sont très mal gérées dans le continent. La crise du terrorisme. Tout le continent est pris en étau par le terrorisme. Donc dire que c'est localisé, c'est etc., ce n'est pas tout à fait la réalité. Nous avons une autre grave crise, c'est la jeunesse africaine. Des millions et des millions de jeunes Africains désespérés au point que pour moi, on les appelle des migrants illégaux. C'est une fausse appellation. Pour moi, c'est des jeunes qui ont choisi l'exode. L'exode, c'est quand vous n'avez plus d'espoir ou d'espoir, vous partez. Interpellé sur la question de la réussite de la mise en forme de ce projet de zone de libre-échange, quant au rôle primordial qu'elle doit y jouer, la société civile répond. La société civile et les militants panafricanistes, ils ont beau dos.
qui les écoute politiquement et honnêtement. Au contraire, quand nous parlons, on nous prend même pour des opposants. Qui demain va être habillé avec une tenue de marque africaine? Qui va manger du riz made in Africa? Avant d'ouvrir le marché d'échange, il faut être capable de produire et de transformer. Une zone de libre-échange qui nécessite donc bien des préalables avant sa mise effective sur pied, des préalables dont les outils de facilitation du mécanisme de déplacement des personnes et des biens en Afrique. La page internationale présentée ce soir par Mame Abdoulaye Kassé. Au Mali, le président de la République Ibrahima Boubacar Keïta sort de son silence après les attaques meurtrières dans le centre du pays. Il a déclaré que le Mali a plus que jamais besoin de solidarité, de se resserrer et n'a pas du tout besoin d'élucubration de nostalgique du putsch. Le chef de l'État met ainsi en garde contre toute tentative de coup d'État. Aucun putsch militaire ne viendra au Mali, qu'on se le dise, et je crois que cela n'est pas du tout à l'ordre du jour et ne saurait nous inquiéter, ajoute-t-il. Des djihadistes présumés ont fait irruption dans 2 camps militaires à Boulkessi et Mondoro la semaine dernière, près de la frontière avec le Burkina Faso. Près de 25 soldats avaient été tués, d'importants dégâts matériels enregistrés. Au Rwanda, les forces de sécurité ont tué 19 des auteurs d'une attaque meurtrière menée dans la nuit de vendredi à samedi dans une région du nord du pays, proche des frontières congolaises et ougandaises. 5 autres ont été arrêtés. La police, qui s'est fendue d'un communiqué pour informer de la situation, n'a fourni aucun détail sur les auteurs de cette attaque. Plusieurs sources militaires contactées par l'agence France Presse évoquent la possibilité qu'ils soient des rebelles venus de la République démocratique du Congo. Justement, en République démocratique du Congo, 2 religieuses originaires du Burundi ont été tuées dans l'effondrement d'un pylône exploité par Orange à Uvira dans l'est du pays. L'engin en a touché 5 sœurs. Les 3 rescapés sont dans un état stabilisé. Le pylône est tombé sur l'enclos du couvent des sœurs. La multinationale française Orange s'est engagée à prendre en charge les dégâts matériels et humains provoqués par l'écroulement de son antenne. L'actualité internationale hors des frontières africaines. En France, 74 500 personnes ont défilé ce dimanche à Paris. Il s'agit des opposants à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. La manifestation était organisée par un collectif de 21 associations, dont le mouvement catholique La Manif pour tous. Le chiffre sur le nombre de manifestants est divulgué par le cabinet Occurrence pour le compte d'un collectif de médias. Merci Mame Abdoulaye Kassé pour ces actualités internationales. Place à présent au portrait du jour qui rend hommage à un vendeur de livrets de Coran et de Hassida à Touba. Malik Ouach tient son étal devant la grande mosquée de Touba. Avec l'approche du Magal, les affaires marchent bien pour lui. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Amago Robert Nyan, Sidignan, Babacar Ndiaye. Depuis 2006, Malik Ouach est établi tout juste en face de la grande mosquée de Touba. Ce disciple mouride y commercialise toutes sortes d'articles. Je vends des chassidas, des grands chapelets, ainsi que des nattes de prière. À quelques jours du Grand Magal de Touba, Malik a déjà fait le plein pour satisfaire les pèlerins. En période de Magal, Touba accueille beaucoup de monde. C'est pourquoi nous achetons plus de marchandises comparé en temps normal. Nous doublons nos commandes, les chassidas, les chapelets, rien n'est laissé en rade. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire les besoins de nos clients. Absent de son domicile le plus clair de son temps durant le Magal, Malik pense tout de même à réserver un bon accueil aux pèlerins qui séjourneront chez lui. C'est à 3 ou 4 jours du Magal de Touba que nous commençons à passer la nuit ici. Et nous y restons 4 jours après, ce qui fait que nos invités ne nous voient même pas. Malgré cela, ils sont bien accueillis par les autres membres de la famille. Nous travaillons dur pour leur réserver un très bon accueil.
À moins de 2 semaines de l'événement religieux, Malik et les autres vendeurs établis tout autour de la grande mosquée de Touba attendent avec impatience l'arrivée des pèlerins mourites. Merci à nos envoyés spéciaux à Touba, Amago Robernian, Sidignan et Babacar Ndiaye. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à la régie. À suivre la météo et il nous inspire. Ce soir, Serigne Abdoulahat Mbaki nous inspire. À 21h, votre émission Gam Gamle avec Elaj Ngendian. Et pour les infos, retrouvez à 22h30 Babandiaye pour Djuki Pribari. Heureuse de vous avoir accompagné ce week-end et je vous souhaite de passer un excellent début de semaine.